le reste de la nuit peut être utilisé pour recharger la batterie de telle manière à ce qu'elle soit pleine de nouveau le lendemain. Si on suppose aussi qu'on a à peu près 5 millions de véhicules en 2030 qui ont été électrifiés, qu'on a 5 kWh échangeables par véhicule tous les soirs, ça veut dire, c'est vite fait, 5 x 4 ou 5 x 5, 25, ça fait entre 20 et 25 GWh disponibles tous les soirs pour échanger avec le réseau, qui constitue un stock tampon d'énergie considérable. Par exemple, essayez d'imaginer comment écouter les heures de pointe. De consommation, bien sûr. Donc, je vais en parler tout à l'heure dans mon exposé, mais pour un ensemble de raisons, un véhicule qui permette de réduire à néant le range anxiety peut sembler, le débat contradictoire mérite d'être poursuivi, peut sembler plus favorable qu'un véhicule tout électrique, dans lequel, finalement, quand la batterie est vide, on ne peut plus rien en faire. Voilà, ensuite, pour les batteries, pour la fabrication des batteries. Aujourd'hui, un très grand nombre d'initiatives ont lieu dans le monde pour construire ce qu'on appelle des gigafactories. Pour donner un ordre de grandeur que vous connaissez certainement déjà, l'usine de Tesla, qui est une usine Panasonic en fait, de fabrication de batteries dans le Nevada aux États-Unis, va produire 35 gigawattheures de batteries par an. 35 gigawattheures, ça correspond à 500 000 véhicules de type Tesla qui embarquent chacun entre 75 et 100 kWh d'énergie. Donc des grosses batteries, des très très grosses batteries. Et l'investissement pour faire cette installation est de l'ordre de 5 milliards d'euros. On va voir tout à l'heure qu'il faudrait, si on veut faire des véhicules tout électriques, multiplier par 40 ce nombre de gigafactories dans le monde dans les années qui viennent. Et pour ça, consommer, on a dit aussi, tout le cobalt qui existe sur Terre et sur Terre. Donc, les questions, là aussi, sont nombreuses, elles sont posées. Et là aussi, ce dont il va s'agir, c'est pas d'imaginer quelle est la meilleure solution, il n'y en a pas, c'est d'imaginer quelle est la moins mauvaise. Comment est-ce qu'on s'en sort, avec tous ces paramètres contradictoires, pour essayer de s'en sortir, et surtout, pour pas rater le coche. C'est-à-dire que, alors, c'est un sentiment qui peut-être pas partagé, donc là aussi, le débat mérite d'être poursuivi, mais le sentiment qu'on peut avoir, c'est que ceux qui ne maîtriseront pas la fabrication de la batterie, c'est un peu comme, ne maîtriseront pas ou plus non plus la fabrication des véhicules qui va autour. C'est pas gravé dans le marbre ce que je dis, mais ça mérite au moins discussion. Est-ce qu'on peut dépendre très longtemps de batteries qui sont fabriquées pour 99% d'entre elles en Chine, en Corée et au Japon? La question est posée. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Berthu, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à votre exposé de ce matin avant qu'on passe aux questions à la salle? Je vais trouver des choses à dire. Alors déjà, on nous demande de parler d'industrialisation des batteries, enfin des aspects industriels. Au CE, on n'est pas tout à fait dans l'industriel, on est plutôt dans la R&D. Mais cela dit, je vais essayer d'apporter quelques éléments de réflexion. Alors il y en a un, c'est comment se construisent les cellules. À quoi ça ressemble une usine, qu'est-ce que ça a besoin, de quoi ça a besoin pour tourner. Déjà en termes de main-d'œuvre, c'est des usines qui sont extrêmement automatisées. Donc il y a finalement très peu de main-d'œuvre pour faire tourner une usine une fois qu'elle est bien réglée, bien lancée. Donc finalement le fait que la main-d'œuvre en Europe ou en France soit plus chère qu'elle ne peut l'être en Asie, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement discriminant. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, il concerne l'énergie qui est utilisée et forcément le CO2 qui est émis lors de la fabrication des batteries. Alors sur certaines analyses cycle de vie qu'on peut trouver dans la littérature, on arrive à voir comment se décomposent ces émissions en fonction des étapes de fabrication. On a rarement l'information, mais parfois on trouve des informations du genre, et à peu près 40% des émissions de CO2
dues à la fabrication des cellules qui se font dans l'étape de l'usine et pas avant dans l'extraction minière des matériaux, les synthèses, etc. Donc l'usine, typiquement la Gigafactory qu'on pourrait installer dans le Nevada, en Europe ou en France. Et cette partie, elle est due à l'électricité qui est consommée, et qui est consommée majoritairement, si j'ai bien compris, par les fours de séchage qui servent à évaporer le solvant après l'induction. C'est-à-dire qu'on a de l'électricité pour chauffer et évaporer le solvant, et c'est là qu'on produit du CO2. Alors en France, on a un atout là-dessus, vous le savez, c'est que notre électricité, d'une part, elle est très décarbonée, et d'autre part, elle est plutôt moins chère que celle des voisins. Donc je pense que dans le cadre de la réflexion d'où est-ce qu'on implanterait une usine de fabrication de cellules, ce paramètre-là, il peut jouer. Ça peut aussi inciter à réfléchir aux procédés qui sont utilisés. Est-ce qu'on reste sur des procédés qui utilisent beaucoup de solvants qu'on doit évaporer ensuite, ou est-ce qu'on essaye de développer des procédés plus à sec? Alors, un troisième élément, ça concerne le transport des batteries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les batteries sont produites en Asie et transportées jusqu'en Europe pour être assemblées et utilisées ici. Le transport des batteries, il est long et il est cher, notamment pour des raisons de sécurité, parce que finalement, on a vu que les batteries ne supportent pas n'importe quelle condition de température, donc il faut les emballer, les traiter correctement tout le long du trajet. Ça implique que le trajet est cher, et ça implique aussi que si les batteries qui sont par exemple en haut du container voient des températures plus élevées que celles qui sont en bas, eh bien elles arrivent un peu plus vieillies que les autres. Et finalement, si on les avait produites sur place, on aurait des batteries vraiment neuves à assembler, alors que si elles ont été transportées entre-temps, on a perdu un petit peu au passage. C'est pas très chiffré ce que je raconte, mais bon, c'est au moins un point à avoir en tête. Ensuite, la difficulté, c'est que pour se lancer dans l'industrialisation des batteries, le ticket d'entrée, il est quand même très élevé. En gros, ça se compte en milliards. C'est ça, Didier. Pour faire des choses à la bonne échelle, où on puisse commencer à être compétitif et donc être suffisamment automatisé, etc., il faut mettre sur la table un ou quelques milliards dans une usine. Alors, ça fait peur. Il y a un point qui permet d'avoir un tout petit peu moins peur, c'est que si on se trompe un peu dans la chimie ou dans le type de cellules qu'on fabrique, il y a une bonne partie des équipements qui sont achetés qui, a priori, sont versatiles et permettent de passer une chimie un peu différente, ou un format de cellule un peu différent. Cela dit, toute la partie montée en compétences, réglage, optimisation, etc., cette partie-là est très longue et très chère et à réinvestir partiellement à chaque fois. Donc c'est un pari qui est à faire vraiment. Et puis je vais peut-être m'arrêter là. Bon. Voilà, une question. Alors, moi je voulais poser une question qui peut paraître iconoclaste parce qu'elle ne va pas concerner le réseau. Et je veux demander au président de la mer s'il y a un plan B pour le cas où tout ce que l'on projette là prendrait beaucoup de retard. On a bien compris les différents exposés qu'il y a une énorme complexité à gérer. Donc, les belles projections, si on a de la chance, ça se fera. Si on a moins de chance, on sera à la moitié, au tiers, je n'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal. Et je m'étonne qu'il n'y ait pas un plan B qui consisterait à promouvoir un peu mieux les voitures hybrides, toutes simples, non rechargeables, mais qui consomment 30% de moins que les voitures non hybrides. Et là, je suis un peu étonné qu'il n'y ait absolument aucune action dans ce domaine,
à titre transitoire, on est parfaitement d'accord, c'est pas l'avenir à long terme, mais ça pourrait être l'avenir à très court terme, et en tout cas une solution de rechange si on n'arrive pas à développer aussi vite des solutions beaucoup plus électriques et beaucoup plus intéressantes. Alors, si mon micro est toujours actif, c'est clair, ce plan B, il est déjà planifié, pour la bonne raison. Les hybrides, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit assez rapidement, en 2020, il n'y aura plus de véhicules uniquement essence ou diesel, ils seront tous électrifiés. Les hybrides, ils ont leur vie toute tracée. Après, justement, c'est à quel moment l'électrique viendra les remplacer. Pour la bonne raison que tous les constructeurs, si vous regardez leur plan produit, ils vont basculer à l'hybride, et principalement le mild hybride en 48 volts. Tous les modèles, d'ailleurs dans nos projections, quand on compare systématiquement les véhicules thermiques aux véhicules électriques, les véhicules thermiques sont hybrides. Dans ces projections en 2030, je mets des hybrides qui sont vendus sur le marché. Donc si l'électrique, comme vous dites, il va avoir du retard, l'hybride va continuer à se développer et va gagner du terrain, surtout l'hybride rechargeable. Donc le plan B, il est déjà là, c'est même le train normal. On est justement en train d'essayer de remplacer ce train normal qui est le switch entre les véhicules essence, diesel et les hybrides par les électriques ou les piles à combustible pour plus tard. Donc on a quand même cette solution de remplacement, qui n'est pas une solution de remplacement, c'est pour moi l'évolution normale. Et deux raisons à cela. Deux raisons, c'est les réglementations qui poussent les constructeurs à réduire de plus en plus la consommation. Et ils arrivent au bout des moteurs thermiques, le compromis entre consommation et dépollution, ils sont au bout. Il faut donc qu'ils électrifient les véhicules. Donc les véhicules s'électrifient naturellement pour être conformes aux futures réglementations. Quand vous parlez de 95 grammes de CO2 en 2021, ça sera majoritairement des mild hybrides. Quand je vais me projeter en 2025 avec 70 ou 75 grammes, j'aurai du full hybride à ce moment-là et des hybrides rechargeables en majorité. Et l'électrique, bien sûr, et l'électrique est favorisé aussi par ces réglementations parce que dans le règlement CO2, un véhicule électrique vaut 10 points de plus, c'est-à-dire il compte pour 10. Quand j'en vends un, ça compte pour 10, donc ça m'abaisse la moyenne. Donc le plan B est là. L'un d'entre vous veut-il ajouter une réponse? Alors, on passe à la question suivante. Bon, moi depuis ce matin et hier, j'ai l'impression qu'on est bien en France, quoi. C'est-à-dire qu'on se complique à loisir la problématique du véhicule électrique. Au lieu de choisir une voie, d'y aller, et puis éventuellement de s'orienter en cours de route. Moi, il me semble que quand on voit les Chinois et le nombre de voitures électriques qu'ils ont en circulation actuellement, est-ce qu'ils ont passé autant de temps à réfléchir sur les différents problèmes que nous? Parce que nous on cherche toujours la quadrature du siècle. On est en plein dedans, là. Il me semble qu'on se complique trop la vie. Il faut prendre une solution. D'abord, on a une chance phénoménale, on a une électricité décarbonée complètement. Deux, les solutions, comme pour les voitures thermiques, elles évolueront au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure qu'on rencontrera des difficultés, qu'on les résoudra, etc., etc. On a besoin de se lancer, et puis on a besoin, en se lançant, de savoir que ça va, qu'on va hésiter, qu'on va de temps en temps changer de cap. Je vais juste commencer pour vous donner quelques exemples. Je me mets du côté, moi, du réseau électrique. Aujourd'hui, je peux vous dire que pour planifier un ouvrage, quel qu'il soit, un ouvrage, on planifie aujourd'hui à 10 ans. Vous savez combien de temps il faut pour construire une ligne électrique? Une ligne électrique, quand tout va bien, je dis bien quand tout va bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les fourches et les banderoles qui sortent, et puis en couple, je ne sais pas quoi, les pylônes,
c'est tout va bien, c'est 7 ans. C'est ça, sinon c'est entre 7 ans et l'infini, c'est-à-dire qu'elle ne se construira carrément pas. Donc, quand on planifie des ouvrages, et des ouvrages avec, je dirais, une intensité capitalistique très élevée, d'accord? Une intensité, voilà, c'est 1 kilomètre de ligne, c'est 1 million par kilomètre, d'accord? 1 million, 1,5 million par kilomètre. Donc, des investissements qui sont très élevés, on doit aujourd'hui, typiquement, on va planifier le réseau à l'échéance de 10 ans. Qu'est-ce que je dois considérer comme données? Dois-je considérer comme données en disant, ça y est, ça sera 10 000 ou 100 000 ou 10 millions de véhicules, ou bien je dois considérer les considérations sociales, ou bien je dois considérer les modèles économiques, ou bien je dois considérer d'autres choses, des considérations géopolitiques, ou je ne sais pas quoi, de la Chine. Qu'est-ce que je dois considérer? Je pense qu'il y a des enjeux capitalistiques très élevés, et on doit tout simplement avoir une idée de ce qu'on va avoir. Ce n'est pas tout simplement une complexification. Deuxième chose, je pense qu'il ne s'agit pas de dire on complexifie ou non. La question, quand on fait une évolution, je dirais, graduelle en maîtrisant quelque chose qui est complexe, hein. Je rappelle quelque chose qui a été fait par l'Académie américaine des ingénieurs. Ils ont sorti en disant que typiquement le réseau électrique, c'est le système le plus complexe que l'être humain ait à construire. Personne aujourd'hui, je peux vous le dire, hein, donc personne aujourd'hui n'a la maîtrise totale du système électrique. Je le dis, j'ai des collègues ici, vous avez l'EDF et tout ça, personne n'a réellement la maîtrise. On a des marges, on fait des marges, mais la maîtrise totale, on n'a pas. La preuve, c'est qu'il y a des blackouts. Un blackout, c'est 1% du PIB, en gros, pour un pays développé. Donc c'est tout simplement ne pas être surpris par soit des évolutions qui ont des impacts considérables, et donc il est naturel